Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur la télévision. Nous sommes là dans l'entretien. Ici au plateau, nous sommes avec monsieur Alain Amboma. Il est cadre du parti politique AFBC. C'est un parti cher à Néné Ilunga. Mais également avec monsieur Justin Manatabou. Il est analyste politique de la ville de Goma, mais également membre du parti MCR. Je rappelle aussi qu'il est candidat député provincial pour la ville de Goma. Ici au plateau, nous allons devoir revenir sur le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a eu à obtenir hier, c'était hier dimanche, 29 octobre 2023 à Kintele, au Congo-Brazzaville. C'était lors du sommet des 3 bassins de forestiers, voilà. Le président Félix Tshisekedi est revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu, où le Rwanda continue à nous faire la guerre. Tshisekedi a dit, je cite, il est prêt à construire des murs à la place des ponts. Il a traité ses homologues, donc les présidents africains, d'être des hypocrites. Alors lui n'est pas d'accord à continuer à collaborer avec des présidents pareils. Et voilà donc Félix Tshisekedi a été très clair. Il a également accusé le Rwanda de continuer à saccager le parc national de Virunga qui constitue un patrimoine de l'UNESCO. Ici au plateau, nous allons devoir débattre, nous entretenir avec nos 2 invités. Monsieur Justin, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alain Amboma, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à mon co-débatteur Justin Manatabou et aussi à nos youtubeurs qui vont nous suivre en ligne. Merci. Voilà, si nous pouvons déjà entrer dans le vif du sujet, monsieur Justin, je commence par vous. Quelle est l'analyse que vous faites? Quelle est la connotation, la valeur ajoutée que vous donnez au discours du président Félix-Antoine Tshisekedi condamnant le Rwanda? Ce qui va m'intéresser, merci pour ta question, ce qui va m'intéresser en fait, c'est cet aspect hypocrisie de chef d'État africain. C'est là où les bas blessent. En fait, l'Afrique est engouffrée dans une sorte d'hypocrisie, effectivement, comme l'a dit Félix Tshisekedi, parce que vous avez l'Occident qui ne permet pas à l'Afrique d'être libre. Les nations africaines n'ont pas leur indépendance effective. Et c'est là pourquoi? Parce que nos dirigeants ont accepté en fait la volonté des grandes puissances, des grandes nations, et les dirigeants africains sont restés dans cette optique-là, oubliant les développements. Il n'y a jamais eu la paix. C'est toujours la guerre, c'est toujours le fait d'entrecogner les dirigeants les uns sur les autres, au point que nous sommes à la veille de la campagne électorale, mais quelqu'un vous dit, il y a des candidats de l'étranger. Qui est de l'étranger? Les voix sont en train de s'élever partout, mais Israël est en train de se prendre en charge comme une nation libre et indépendante. Israël est en train de frapper Gaza et tout le monde est en train de crier, mais pour Israël, c'est un non-événement parce que ils sont en train de se défendre en tant qu'une nation. Mais qui est cet Africain qui peut faire ça? Regardez chez nous, ce sont les jeunes du quartier, que nous appelons Wazalendo, des nationalistes, qui sont en train de faire la guerre. Vous voyez? Et l'armée est dans le cessez-le-feu. Mais comment on peut comprendre ça? Si l'armée est débordée, c'est là que l'on invite le peuple. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine, on dit, on est dépassé. Là, c'est fini. Tout le monde doit venir, excepté les femmes. Mais les hommes, venez, on fait la guerre. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un cessez-le-feu. Et quel est ce cessez-le-feu-là? C'est la volonté de la communauté internationale. Dans l'entretemps, nous, on est en train de nous massacrer. On est en train de piller nos richesses, comme l'a dit le président. Et ça, ce n'est pas la volonté de Kagame, c'est ce qui nous gère tous. Mais maintenant, nous sommes dans l'hypocrisie. On est en train de s'accuser mutuellement, mais on sait exactement qui est le problème. Parce que la RDC peut bien se défendre, mais qui va lui donner la permission de se défendre? Parce que nous n'avons pas notre souveraineté d'une manière intégrale. Alors, nous savons seulement crier, mais nous ne savons pas agir. Ainsi, si nous quittons cette hypocrisie-là, nous cherchons notre indépendance en nous tous. Nous n'aurons pas à nous tirer dessus. Donc, le Rwandais et les Congolais sont en train de s'entretuer, effectivement, au nom de l'hypocrisie des gens qui ont accepté le pouvoir des Occidentaux au détriment de la gloire de l'Afrique. Je suis désolé. Vous êtes désolé, malheureusement. Le président Tshisekedi a donné une gifle au président Paul Kagame. Vous êtes de cet avis. Comment vous avez apprécié le discours du président congolais? Bon, personnellement, si je peux aussi abonder presque dans le même sens que mon co-débatteur ici présent, Justin, je voudrais faire un petit virage par rapport à cette hypocrisie-là.
D'abord, aucun régime africain n'est souverain. Et déjà, avant de commencer, il y a déjà des mains qui sont tendues à ces Occidentaux-là qui doivent tout vous dicter. Et quand on vous dicte que vous soyez dans n'importe quelle région ou sous-région, vous allez déjà devenir président de la République pendant qu'il y a déjà d'autres régimes qui venaient déjà de faire des années et des années. Et ce sont ces régimes-là qui sont des défenseurs des intérêts de ces impérialistes. Ce qui fait que, après de commencer, vous avez déjà des mains liées pour poser certaines actions. Et c'est là sa limite. Maintenant, où est la place maintenant de la population dans tout ça? La population n'est que là pour souffrir. Parce que déjà, vous allez édicter des lois, vous allez voter des lois, mais qui ne seront jamais appliquées. Que ce soit au niveau interne, que ce soit même dans la ratification des traités internationaux. Ce qui fait que quelque part, nos dirigeants qui doivent prendre vraiment du sérieux et prendre l'étendard des intérêts de ces populations ou de leur population, doivent apprendre la manière de côtoyer ces gens-là, de côtoyer ces mercantilistes-là, afin maintenant d'arracher un pouvoir que eux-mêmes mercantilistes, que eux-mêmes occidentaux ne peuvent pas arracher facilement entre les mains de ces dirigeants, pour autant que déjà ils sont bien soutenus par une très bonne base de leur population. Maintenant, si Tshisekedi doit aussi s'attaquer au Rwanda, comme vous appelez. Il ne s'est pas attaqué, il a pointé du Vous avez appelé ça une gifle. Moi, je ne vais pas considérer ça comme une gifle. C'est l'opinion publique congolaise. Bon, si l'opinion l'a considéré ainsi, moi, personnellement, je ne vais pas le comprendre dans ce sens-là. Pour autant que plusieurs années sont passées, nous sommes en train de vouloir toujours pointer du doigt les Rwandais a fait ça. Mais ce n'est pas ces discours-là qui intéressent plus les peuples congolais. Ce n'est pas ces discours-là qui intéressent plus les populations ou même la classe politique congolaise. Il faut quoi? Non, mais des actions concrètes. Des actions concrètes, on ne va pas continuer à pleurnicher. Nous avons déjà déposé plusieurs rapports, accompagnés même des rapports des émissaires des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Union européenne, bien sûr. Mais en même temps, nous n'allons pas continuer à donner toujours des ultimatums alors que nous avons tous les atouts pour agir. C'est que notre ami a survolé avec la bande de Gaza, la Palestine et l'Israël, nous avons vu. Nous avons vu comment des gens, des populations sont venus de partout, comme Noazalendo, pour venir assister à la misère qui venait de frapper leur pays. Et voilà, si nous autres, nous devons être là, à train de pleurnicher, à train toujours de pointer des doigts, mais nous devons avoir un gouvernement, des responsables qui sont capables d'agir, de poser des actions qui peuvent quand même effrayer un peu. Nous sommes quand même restés, pratiquement le régime actuel, c'est un régime qui s'est évertué à des pleurnichards. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous nous attendons? Et c'est ça ce que le peuple aussi attend. Une virgule, il y a Tshisekedi qui a dit comme quoi, dès lors qu'il a été investi président de la République, il a y sillonné à visiter les 9 pays limitrophes de la RDC. Pour lui, c'était une façon de chercher la paix, rester pacifique. Malheureusement, il a constaté que c'était une chimère. Bon, ce n'est pas de cette manière-là. Bon, je ne sais pas si tous ces voyages qu'il a effectués autour de la RDC, donc parmi les 9 pays voisins, c'était uniquement pour aller chercher la paix. Peut-être que moi, à sa place, ce serait pour aller chercher à comprendre qu'est-ce qui gangrène la situation politique, économique et sociale des Congolais par rapport à ses voisins. Et c'est comme ça que quelque part nous avons trouvé une intégration que j'appelle entre guillemets de prestige, d'avoir intégré aussi l'EAC, sans pourtant avoir étudié, examiné les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire la course de l'EAC, c'est même tout de l'EAC que nous avons fait venir nous-mêmes, afin qu'ils puissent quitter parce que leur bilan a été mitigé. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il faut-il continuer à soutenir des gens qui ne savent pas par où commencer pour gérer un problème ou gérer une crise interne ou externe, ou faut-il donner de la chance à comprendre, bien sûr, la manière dont il faut aborder dans le sens d'éradiquer, de résorber de certaines crises dans les pays. Je reviens vers vous, monsieur Alain. Sur le plan diplomatique, le discours de Félix Tshisekedi d'hier pointant directement le Rwanda, comme c'est toujours, est-ce que ça ne fait pas son pesant d'or sur le plan diplomatique? Parce que nous sommes sur la scène internationale, parce que la diplomatie, c'est l'instrument d'un gouvernement pour la conduite des affaires étrangères. Comme je suis des relations internationales, allons-y. Le problème de pays africains ou de notre pays, c'est que nous ne faisons pas. Sur les discours. Oui, c'est base du discours que je suis. Nous ne sommes pas en train de bénéficier de l'opportunité que la scène internationale nous donne. Il y a deux réalités.
C'est-à-dire, sur la scène internationale, la situation est favorable et à la fois défavorable. Favorable pourquoi? Parce que nous sommes dans la période des eaux troubles. Vous êtes en train de voir comment les communistes et les capitalistes sont en train de se battre. À ce moment, les pays africains peuvent profiter de ces deux ordres, de ce noir qui est en train de s'installer pour chercher un canal par où passer afin de pouvoir trouver la force. Parce que sur la scène internationale, ce qui compte, c'est la force. La force, c'est l'armée, c'est l'économie, c'est la justice. Vous voyez? Faire des études vraies pour permettre à la nation de monter, c'est-à-dire d'avoir une économie forte, c'est-à-dire travailler à l'intérieur et travailler l'aspect de l'armée. Quand nous disons travailler l'aspect de l'armée, c'est-à-dire être capable de produire les armes, parce que ce sont les armes qui font peur sur la scène internationale. Vous ne fabriquez pas une seule arme, vous allez faire peur à qui? Alors, comme la situation est trouble, la RDC peut chercher un allié qui peut leur être facile, vite, en leur dotant de moyens, leur permettant de se défendre. International. Oui, c'est pourquoi je suis chercher comme un partenaire fiable. C'est ce partenaire que je suis en train de dire. Mais maintenant, ces partenaires fiables-là, ceux qui sont en train de faire la diplomatie de notre pays, ils savent que depuis tout ce temps, nous sommes avec les capitalistes. Et les capitalistes ne nous ont rien donné. Et les Rwandais et nous sommes dans le capitalisme, mais regardez, nous sommes en train de nous accuser mutuellement. Et nous sommes en train de nous battre les uns les autres. Ça veut dire que notre parrain à nous tous est en train de nous entrecoller nos têtes. Ça veut dire, comme nous sommes dans les eaux troubles, c'est l'occasion pour nous de pouvoir chercher comment contourner notre parrain, mais cela d'une manière très maligne, parce que j'ai dit, il y a une situation favorable et défavorable. Défavorable, c'est quand vous restez dans votre situation normale, c'est-à-dire nous sommes des capitalistes et nous restons là-bas à cause de la peur. Parce que la peur, c'est que si j'ose ouvrir une autre porte, je vais vers les communistes, ou qui sont les socialistes, je vais vers les Chinois, je vais vers les Russes, je vais avoir le problème avec les capitalistes. C'est à cause de ça d'ailleurs que Lumumba a subi des histoires. Ça voudrait donc dire que si le plan international, la RDC et les pays africains ne doivent pas avoir peur, mais se jeter dans ces eaux troubles-là. Peut-être que nous pouvons être sauvés. Mais si nous gardons le statu quo, avec cette peur que nous avons au ventre pour dire les Américains nous surveillent, les Belges nous surveillent, les Européens nous surveillent. Jusqu'à présent, ils ne nous ont rien donné de spécial. Parce que nous sommes toujours en guerre et en insécurité. Imaginez-vous, depuis que la RDC est indépendante, il n'y a jamais eu la paix. C'est toujours la guerre, c'est toujours le fait d'entrecogner les dirigeants les uns sur les autres, au point que nous sommes à la veille de la campagne électorale, mais quelqu'un vous dit, il y a des candidats de l'étranger. Ben, qui est de l'étranger? Qui n'est pas de l'étranger? C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où nous devons nous déterminer pour pouvoir nous débarrasser de cette hypocrisie. En fait, l'hypocrisie, c'est de rester esclaves de l'Occident, restant dans les mêmes conditions de la pauvreté éternelle. Parce que c'est là où nous nous retrouvons jusqu'à l'heure où nous parlons. Je vais revenir vers vous, M. Justin, M. Alain. L'objectif de ces sommets-là de 3 bassins, entre autres le bassin amazonien, celui du Congo, mais également des Bornéo-Mekong en Asie, était de pouvoir préserver la biodiversité, mais également améliorer la gouvernance site-site. Vous croyez que la RDC se défendit comme il fallait, avec toutes les réserves naturelles que nous avons, entre autres la biodiversité, mais également la deuxième forêt au niveau de l'Afrique centrale. Bon, tout ce que nous devons d'abord retenir, c'est que nous avons des dirigeants qui ne savent pas vendre très bien cette République. Mais le président Félix fait beaucoup de voyages diplomatiques. Bon, les voyages diplomatiques ont pratiquement des sens que je ne vais pas non plus définir ici. Parce qu'il y a un voyage qui peut être effectué pour chercher à résoudre les problèmes, et un autre voyage qui est là pour chercher aussi à prendre des places dans les concerts. C'est vraiment des choses différentes. Donc, maintenant, si je peux revenir sur la question que vous venez de poser, nous avons été invités, évidemment, parce que nous avons un bassin forestier très important. Le désir. Voilà. C'est pour ça que nous avons été invités. Maintenant, pour revenir à ce que Justin disait, avec tous les potentiels que cette République regorge, par rapport à la place de cette République dans les conseils des grandes nations, qu'est-ce que nous nous vendons en termes d'imposition? Déjà, avant de commencer, nous venons en quémandeur. Nous venons avec des courbettes. Pensez-vous que quelqu'un qui sait très bien qu'il doit utiliser ses quotas pour
travailler sur les téléphones et fabriquer des bons téléphones. Il est en train de vous attendre avec des bras ouverts, avec beaucoup de considération, mais dès lors que vous venez devant lui, vous commencez à vous comporter à pleurnichard, à clochard. Est-ce que toutes ces responsabilités reviennent au régime actuel? Bon, l'accent grave, 5 ans, l'accent grave 5 ans. tombe sur ces régimes. Parce que vous savez très bien que Joseph Kabila, qui a pris le pouvoir trop jeune, dans un contexte très serré d'insécurité, qui a réussi quand même à donner une image à une république qui vaut ces noms-là, aujourd'hui, devient l'éternel de ces régimes. Parce que ces régimes aussi, si nous l'avons accepté très bien facilement, l'accompagner avec les mariages FCC-CACH, c'est que déjà les gens qui venaient de faire plus de 30 ans dans la lutte, c'est qu'ils avaient bien la maîtrise que tant d'autres. Mais curieusement, dans les 5 ans, si nous pouvons vraiment jeter un coup d'œil sur leur bilan, nous trouvons que ça ne vaut pas la peine d'accorder un second mandat à ces régimes. Sinon, nous qui avons pris, d'ailleurs avec nos revendications non préalables, pour autant que nous ne sommes pas alignés sur cette législature, nous avons plus de réserves. Et notre réserve, c'est quoi? C'est de réfléchir profondément sur l'avenir de cette République à laquelle nous sommes restés très très attachés. Et c'est comme ça que nous sommes dit, autant mieux ne pas s'aligner, parce que si nous marchons avec ces gens qui sont en train d'amener tous les pays vers le gouffre, nous risquons de sombrer avec eux et nous serons redevables vis-à-vis de cette population que nous avons toujours combattue. Une question sécuritaire me vient à l'esprit. Vous avez tout donné, vous, les FCC, à l'époque du président Joseph Kabila. Joseph Kabila est le président qui a donné le plus que possible en termes de négociations pour essayer de trouver la paix ou soit la pacification de la partie Est avec le Rwanda, mais ça n'a pas tenu. Tshisekedi qui arrive, il reste sceptique, catégorique même, il ne va pas négocier. Vous croyez que qui peut être ici la bonne voie en termes de négociation? En tant que patriote, tout d'abord, vous savez, dans les conflits, il y a toujours des principes en termes de gestion des conflits. Si Kabila, Joseph, avait trouvé mieux pour comprendre ces gens qui voulaient infiltrer les pays, il fallait que je mange avec eux sur la même table, il les avait invités sur une table de négociation. Mais tout en sachant ce qu'il lui voulait. Et c'est comme ça que, sous Joseph Kabila, on a enterré les M23. C'était en 2011-2012. Et voilà, si il faut se poser la question, comment encore les M23 est né de ces centres pour revenir aujourd'hui occuper Bunagana pendant 2 ans où personne ne semble s'inquiéter, la population trempée dans une misère qui ne dit pas son nom. Vous imaginez? Alors chacun a ses stratégies. Tu ne vas pas quand même inviter un ennemi, un antagoniste sur la même table avec toi, sans pourtant savoir les cartes que tu vas jouer afin de ressortir la vérité ou alors afin de l'anéantir. Donc je ne vais pas non plus donner raison à Joseph Kabila, pour autant qu'il a fait mieux, avec les principes d'abord d'une gouvernance 1+4. On a intégré tous les présidents protagonistes et en conflit. Mais c'était lui qui était au pouvoir. Pourquoi on n'a pas choisi Bemba ou Azarias pour qu'il gère la transition? Non, constitutionnellement par là, ça ne passe pas. Mais c'était lui. Quand il y a un glissement, quand il y a une transition, c'est le président qui est le président en exercice, qui doit rester président de la République, entouré des autres membres du gouvernement et bien d'autres partis qui seraient représentés en tant que vice-président et autres. Votre réaction? Alors, par rapport à la condamnation ou le fait de doiter ceux d'hier ou ceux d'aujourd'hui, reconnaissons en fait que nous sommes dans un même panier. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, quand on parle d'échec, c'est nous tous qui avons échoué. Mais il y a des efforts fournis. C'est ce que je suis en train de dire. Les efforts que nous avons fournis ne nous ont pas permis de nous tirer des eaux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Entre hier et aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de se tirer dessus pour dire qui a fait quoi. Ici, c'est que nous devons fédérer nos forces. Quelles sont nos forces? C'est ce que moi je connais, que vous ne connaissez pas. C'est que vous connaissez et que moi je ne connais pas. Lorsque nous mettons ces deux réalités ensemble, parce que la gouvernance de Joseph Kabila lui a permis de connaître le monde, est-ce que le monde pense sur la RDC. La gouvernance de Félix également lui a permis, avec tous les voyages qu'il a effectués, lui a permis de savoir qu'est-ce que le monde
pense par rapport à la RDC et qu'est-ce que nous, Congolais, nous devons penser par rapport à cette RDC, contrairement au monde. Voilà pourquoi ceux qui regorgent de forêt sont obligés de se mettre d'accord parce qu'ils se disent, nous avons quelque chose de commun qui peut nous permettre de nous opposer à ceux-là pour qu'ils nous voient en face et qu'ils nous donnent en fait nos droits. C'est parce qu'ils ont reconnu ce qu'ils ont. Mais nous, en tant que Congolais, du FCC et de l'Union sacrée, qu'est-ce que nous connaissons qui peut nous permettre de nous mettre ensemble sans cette hypocrisie-là dont le président a fait allusion, ce qui peut nous mettre ensemble pour que nous puissions ensemble regarder le monde et travailler la RDC, pas comme le monde veut que la RDC devienne, mais c'est que les Congolais veulent que la RDC devienne. C'est là où se trouve le problème. Vous croyez qu'avec votre approche, c'est facile avec la classe congolaise, la classe politique actuelle? Cette classe a besoin de cette voie-là qui sort entre les deux. C'est-à-dire, une voie qui ne veut pas juste condamner, clouer, penser que ce sont ceux-là qui doivent aller en prison, ce sont ceux-là qui sont mauvais, mais comprendre que la responsabilité revient à nous tous, parce que si on a échoué, c'est tous qui avons échoué. Quand on parle du Congo, on ne voit pas telle ou telle autre personne, on voit le Congo dans l'ensemble. C'est que nous avons des atouts qui peuvent nous permettre de faire face à la situation du moment. Mais le problème, ce sont les divisions à l'interne et effectivement, à cause de cette hypocrisie, qui a émis domicile dans le chef de beaucoup de leaders qui veulent à tout prix s'asseoir, être au pouvoir, pas pour le Congo, mais pour l'Occident. Et tant que ça restera pour l'Occident que les gens géreront ces pays, il ne s'élèvera jamais. L'hypocrisie, Félix Tshisekedi en a parlé, il a dit comme quoi, au lieu de continuer à construire des ponts, lui est prêt pour la sécurité de sa population à construire de murs, de murailles, voilà. Vous croyez que demain après-demain, avec la résurgence du 23 sous anonymat, parce que c'est le Rwanda, vous croyez qu'on va faire une désescalade militaire? Bon, je ne vais pas non plus parler d'une escalade militaire, mais plutôt, s'il faut revenir sur ce qu'il lui a qualifié d'hypocrisie, dans les mêmes optiques d'idée que... C'est l'hypocrisie entre ses collègues. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, les collègues voisins, chefs d'État. Maintenant, si lui savait très bien que ces chefs d'État sont aussi dictés de la même manière que lui, par ces impérialistes, qu'est-ce que lui devait arracher de ses homologues chefs d'État voisins? C'est une certaine complicité, c'est une sorte de mutualisation. Nous savons qui te dicte pour m'agresser moi, par rapport à tel besoin. Mais au lieu que ce soit lui, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mutualiser des efforts? C'est comme ça que dans d'autres sous-régions, il y a toujours des armées communes. Et ces armées communes font face à des difficultés communes. Maintenant, quand déjà vous penchez de l'autre côté, c'est comme ça que la tendance c'est quoi? Quand toi tu te fais allié des capitalistes, l'autre chercherait toujours à se faire allié des communistes. Mais en même temps, le boulot d'étranglement dans ces circuits-là, dans ces sous-régions-là, qui va gérer? Parce qu'il y aura toujours des dommages collatéraux qu'on ne saura pas non plus contenir, pour autant que les chefs d'État eux-mêmes, voisins ou pas voisins, sont hypocrites vis-à-vis des intérêts de ceux-là qui les maintiennent au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi a fait venir Paul Kagame ici à Goma, c'est tout à le président Félix Tshisekedi a fait venir Paul Kagame à Kinshasa. Lui-même s'était déplacé, n'est-ce pas? C'était pour des raisons pacifiques, pour se faire quand même faire comprendre à Paul Kagame que nous étions des frères, parce que lui-même là, il a déclaré, je cite, nous ne sommes pas ennemis, nous, les frères, les Rwandais sont nos frères, donc nous ne sommes pas ennemis entre le peuple congolais et le peuple rwandais, mais nous sommes plutôt ennemis face au régime de Paul Kagame. Vous ne croyez pas que vraiment Tshisekedi a eu à consentir tous ses efforts pour retrouver la paix? Bon, la destinée de ces deux nations ne repose, il y a aussi ne repose pas et ne reposera jamais sur ces dirigeants de ces deux régimes, que ce soit deux ou trois, même si vous venez de citer l'Ouganda. Mais les intérêts que ces gens-là, que ces présidents, que ces chefs d'État géopolitiques semblent protéger par rapport à ceux-là qui veulent les maintenir au pouvoir, c'est ce qui pose problème et c'est ce qui crée même du chaos entre les populations de cette sous-région. La CPG a existé. Ça n'a pas existé avec Félix, ça n'a pas existé avec Kagame. Je pense peut-être que vous savez, vous voyez la CPG de l'autre parce que même n'en avait pas fait partie. Mais tout ça,
toutes ces coopérations sous-régionales étaient créées dans le sens de mutualiser les efforts, mutualiser les économies, la politique de libre-échange, afin qu'un Congolais qui doit quitter les RDC pour aller au Rwanda se sente presque chez lui. Mais les régimes qui sont venus, avec ce que j'ai qualifié aussi d'équipe fluidité. Quels sont ces régimes? Les régimes Qui sont venus? Non, mais par exemple, le régime du Rwanda. C'est ce régime du Rwanda qui nous met en mal aujourd'hui avec nos frères rwandais. Nous avons étudié avec beaucoup de Rwandais et on a collaboré beaucoup dans le cadre des affaires ou même politiques avec nos frères rwandais. Mais aujourd'hui, on a même du mal à s'appeler au téléphone. C'est pas parce qu'il s'est dit non, si cela m'appelle, peut-être il peut me poser une question que moi je ne saurais pas répondre, pendant que déjà le message ou même la communication est déjà filtrée. Maintenant, nous sommes en train d'aller où? Maintenant, si elles-mêmes ne peuvent pas prendre conscience, de se regarder en face comme Tshisekedi l'a dit, de se dire des choses en se regardant dans les yeux et dire, mon cher ami, nous sommes fatigués. Cette guerre va nous mener jusqu'où? Quel est l'avenir de nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants après le passage de nos régimes? Et alors là, les gens vont prendre conscience, les dirigeants vont prendre conscience, et maintenant là, c'est même ces mercantilistes, même ces occidentaux qui sont en train d'essayer de tout dicter à nos dirigeants, auront même peur. Mais parce que nous sommes d'abord toujours fragiles, nous avons toujours la main tendue, nous sommes des pleurnichards, des clochards, et bien voilà, et quand ils sont dans des bureaux climatisés, en train de siroter les verres de champagne, nous on est en train de souffrir avec nos frères à Kagamuchinya et à Boulengo, et ils s'en réjouissent. Maintenant, pour mettre fin à tout ça, ce n'est pas une guerre que Félix Tshisekedi peut s'approprier seul. Il faut qu'il se cherche des alliés d'abord, que ce soit même parmi ces occidentaux-là, et même les autres alliés de la sous-région. Mais ça ne va pas être dans le sens de vouloir déstabiliser les autres régimes qui compatissent avec ces mercantilistes-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est plutôt se mettre en tête que nous sommes africains, comme les amis de l'Afrique de l'Ouest sont en train de le faire avec les Goïta et les autres Traoré. La CDAO, oui. Donc c'est mieux d'abord de cette peau-là, des clochards, de cette peau-là d'hypocrisie, et se dire définitivement, nous pouvons conclure des accords bilatéraux ensemble ici pour que ces gens-là nous voient avec une force qui est déjà mutualisée et peut-être qu'ils peuvent un peu avoir. Je reviens vers vous, Justin. Vous ne croyez pas que peut-être il y a manque de confiance entre les chefs d'État africains, surtout ceux de la sous-région de Kralak, en voyant M. Museveni qui est au pouvoir depuis plus de 3 décennies, Kagame la même chose, Denis Sassou, Tshisekedi qui vient, élu diplomate, démocratiquement, voilà. Est-ce que vous croyez que ces grands dinosaures ont ce courage de lui faire confiance et pour ça les problèmes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup plus réfléchi sur l'Afrique ou la sous-région, mais ils ont beaucoup plus réfléchi sur leur pouvoir. Malheureusement. Donc, tu sais qu'on se retrouve seul. Oui, quand vous réfléchissez Afrique ou la sous-région, vous ne ferez pas passer votre pouvoir au premier plan, mais vous ferez passer la sous-région. Et faire passer la sous-région, ça veut dire quoi? C'est accepter la démocratie au sens vrai du terme. Parce que la démocratie accepte l'alternance. Ça, c'est le plus grand problème. Ça veut dire que l'Ouganda est un problème. Même si Museveni est encore là et que tout semble marcher, mais le départ de Museveni, c'est un problème déjà. Parce qu'il y a plusieurs personnalités qui ont des plaies internes et qui voudront prendre les revanches quand Museveni ne sera pas là. Le temps que Kagame a duré au Rwanda, c'est un problème. Donc vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont en train de planifier pour travailler contre ce pouvoir que Kagame a installé par rapport à son propre pouvoir et de ceux qui sont tout autour de lui. Alors, si on ne réfléchit pas région, on réfléchit pouvoir, on va rester dans la guerre de tous les jours, on va écarter certains compatriotes et penser que seul on peut être dirigeant. Mais qui est né président? Tous nous avons étudié dans les mêmes écoles, tous nous avons grandi de la même manière, personne n'était président à l'âge de 5 ans, à l'âge de 15 ans, et ils sont devenus présidents. C'est que même ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, demain, ils peuvent arriver au pouvoir et faire quelque chose. Mais quand vous les empêchez à tout prix, ça veut dire que vous créez déjà là les blocages pour le développement de la sous-région. C'est pourquoi la sous-région va rester toujours en feu et en sang parce que
les gouvernants n'acceptent jamais d'être remplacés si ce n'est pas l'ordre qui vient de l'Occident. Et pendant ce temps, Tshisekedi, visiblement, son discours ne sera pas entendu par Paul Kagame, ou Denis Sassou, ou soit M. Museveni. Qu'est-ce que Tshisekedi doit prendre comme position? La guerre ou la diplomatie? Tshisekedi, le grand travail qu'il a, il y a deux volets. Le premier travail, c'est amener les Congolais à comprendre que ce n'est ni Tshisekedi ni Kabila qui mettra fin au conflit que nous avons. Mais c'est nous tous Congolais. Mais maintenant, arrêtons à nous doiter en termes de chercher à nous créer des problèmes parce que nous en avons déjà. Si on vérifie dans le casier judiciaire de chacun, surtout ceux qui ont dirigé, vous trouverez il y a des infractions. Mais maintenant, mettons toutes ces infractions de côté, regardons tous dans la même direction, arrêtons de nous doter. Comme nous parlons élections, que les élections soient transparentes. Mais cette transparence-là oblige le président actuel à approcher les autres candidats présidents de la République pour leur dire, là, et la Cour constitutionnelle, ils vont proclamer le vrai élu, rassurez-vous. Et que cela soit vrai. Vous voyez? Et qu'il y ait des preuves. Et que l'on dise, les fichiers électoraux, les voici. Il n'y a plus de secret. Et là, il aura lavé les mains devant les Congolais pour dire, c'est pas moi qui vais enterrer ce pays. Sur la question de la région maintenant, il faut rencontrer les homologues. Leur parler du... Non, je parle de ce que je pense maintenant pour aujourd'hui. S'il les a déjà rencontrés, je ne pense pas que ce soit dans cette optique où je suis en train de parler. Qu'il les rencontre après avoir montré aux Congolais que le gagnant sera celui qui sera proclamé. Mais maintenant, dans la région, que dans la région, ces dirigeants-là acceptent l'alternance. Ça, c'est une des solutions. Comment voulez-vous qu'une région soit stable là où il y a quelques têtes qui ont confisqué le pouvoir? Ça ne sera pas stable. Pensez-vous, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre entretien. Monsieur Alain, vous croyez que ça sera une mission facile? Tu sais que c'est pas facile. Porte à porte pour convaincre M. Kagame, M. Denis, M. Denis Sassou, qui doivent organiser des élections. Bon, personnellement, je pense que ça ne va pas non plus être une tâche facile, pour autant que, bon, vous l'avez souligné ici, qu'il a manifestement fait le premier geste. C'est bon courage. D'aller vers ses homologues. Bon, lui-même savait pourquoi il les a rencontrés et lui-même savait quel a été le contenu de leur entretien. Mais ce que Justin venait de dire ici, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important dans le sens que nous serait favorable, croyez-vous que vraiment Tshisekedi, cette stratégie de pouvoir mobiliser toute la population congolaise en fait qu'elle se ligue comme un seul homme pour faire bloc commun face aux ennemis? Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, en les faisant d'abord comme ça, il ne faut pas qu'il prenne ça en tête comme si c'était une affaire à lui seul. Il faut qu'il... Avant lui, d'abord, il y avait notre président. Un président qui a hérité un pays pratiquement dans une situation précaire. Il peut toutefois aussi se référer à certaines autres expériences. Même Sassou Nguesso qui vient de faire plusieurs décennies qui est là, Museveni, Kagame, ils ont aussi d'autres gens qui les côtoient facilement. Ce n'est pas seulement aller vers Kagame et lui parler directement, que ça peut amener la paix à l'Est. Il y a toujours des gens qu'on appelle pratiquement les diables de la boîte qui sont toujours dans les coulisses. Pour dire voilà, qu'est-ce que moi je peux faire pour que Kagame me comprenne? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que Sassou me comprenne? Parce que non plus, il ne faut pas que lui qui est au centre, par rapport à la situation géographique de la RDC, constitue l'ombrage des intérêts de tous les autres là. Parce que s'il constitue l'ombrage aux intérêts des autres, ils vont se liguer contre lui. Et en se liguant contre lui, eux visent la tête de Tshisekedi, mais on ne voit pas ce qui est derrière Tshisekedi. Parce qu'ils se sont ligués contre Musée. C'est toute une nation qui est derrière. Une question, si peut-être Kagame, je ne sais pas, Museveni, Denis Sassou, serait de la même classe politique ou de la même philosophie que Benjamin Netanyahu, parce qu'il y a les Nations Unies qui continuent à condamner Israël, mais Netanyahu sur sa route, il fait semblant, cela ne les regarde pas. Voilà, c'est là où je voulais en arriver, l'importance dans la scène internationale, dans les concerts des nations. Qu'est-ce que la RDC, par rapport à tout ce que vous avez vanté ici, diplomatie agissante, c'est déjà payé dans la scène politique internationale. Parce que Netanyahu, lui, se dit, bon, il connaît ce qu'il fait avec les Américains. Tous les grands lobbies économiques américains aujourd'hui, ce sont des Israéliens. Alors il suffit seulement que
une roquette quitte la Palestine pour tomber en Israël, pour que les Européens soient primés aux États-Unis. La RDC, quand même, nous avons des minéraux que nous proposons aux États-Unis, la Chine, je ne sais pas, même la Russie, des grandes puissances qui viennent exploiter des minéraux. C'est quand même quelque chose. Ils les exploitent au moment. Et qu'est-ce que nous gagnons, nous qui représentons la population? En termes de discours, mais si on le dit même dans des termes pratiquement trop simplistes, qu'est-ce qu'une fois que la RDC a fourni des minéraux aux Occidentaux, qu'est-ce que la population gagne dans tout ça? Dans les marchés gagnant-gagnant. Dans les accords, qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que ce sont des écoles qui sont construites? Est-ce que ce sont des industries qui se sont créées pendant que la misère a été décriée? Et même si il serait question de brandir, ou même de garder nos minéraux face à tous ces Occidentaux-là pour nous mettre fin à cette guerre, mais c'est déjà fini. Mais ce sont ces mêmes gens qui nous amènent la guerre, et ce sont eux encore qui nous exploitent, et qui exploitent nos minéraux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout en concluant, excusez, pour faire vous la dernière question, vous croyez que si Tshisekedi, le plan diplomatique ne tenait pas, voilà, vous croyez que la guerre, quelle est la solution pour devoir mettre fin à la guerre dans la partie Est? Faire la guerre au Rwanda, ou négocier, ou soit rester dans l'observation comme nous sommes en train de le faire justement? Nous sommes à 50 jours, pratiquement, si j'ai bien fait mes calculs, selon ce qu'eux ont qualifié des processus électoraux, pour qu'un autre président soit élu. Donc je ne vais pas non plus prendre toute cette responsabilité-là, la mettre sur la tête de Tshisekedi, comme si, d'ici quelques jours, il y aura une baguette magique pour mettre fin à tout ce que nous sommes en train de subir, compte tenu des régimes responsables. Et que, quelque part, si aujourd'hui, il y a des questions d'ordre endogène qui n'ont pas été répondues, la simple solution que je peux proposer à Tshisekedi, dans le peu de temps qui reste, de les côtoyer les autres, comme l'a dit Justin. S'il y a des candidats présidents qui les côtoient et qui disent non, c'est nous tous qui prenons en charge de la destinée de cette population, de cette nation. Et que si ça ne marche pas, il y a toujours des dernières solutions, donc des solutions de dernière minute. Même pendant la prolongation, ça peut être possible. Donc c'est la guerre. Parce que le ministre des Affaires étrangères, il l'a dit récemment au nom du président de la République, même si une balle tombait sur la ville de Goma, en tout cas, la réponse sera calculée dans l'immédiat. Non, la guerre ne peut pas être envisageable dans ces régions comme... Mais la population serait en train de s'en approprier? Moi, je sens plutôt la léthargie et l'inertie des dirigeants. Parce que si la guerre serait envisageable, ce n'est pas en dernière minute qu'on peut envisager l'option de la guerre, presque au plébiscite des élections qu'ils cherchent à organiser eux-mêmes, bien sûr sans nous. Et que si du moins il y aurait d'autres mécanismes pouvant mettre fin à cette guerre, un veut de faire des années plus. Quels sont ces mécanismes? Ils nous ont toujours côtoyés. Pragmatique. Ils nous ont toujours côtoyés. Ce n'est pas à moi qui nous donne mes cartouches pour sauver un régime qui a déjà échoué avant de commencer. Je suis patriote et je dis que des conseils aux patriotes qui veulent nous écouter. Mais pas pour dire des conseils aux gens orgueilleux qui pensent qu'ils peuvent tout faire eux seuls sans pourtant recourir dans notre expertise. Donc c'est un peu ça. Ce qui constitue votre conclusion. Merci Justin. Voilà. En termes de conclusion, aujourd'hui, si le président Tshisekedi vous demandait qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre fin à la guerre, la diplomatie ou carrément la guerre? Deux choses. La première, c'est donner la confiance aux Congolais. Parce que une nation fait la guerre ensemble. On fait la guerre en bloc. On fait tout en bloc. Alors, faire confiance à l'intérieur, que les Congolais soient confiants en eux-mêmes et en leurs dirigeants. Et cela passe par rendre le processus électoral qui est en train de vouloir opposer les gens, rendre ce processus-là fluide, fiable, permettre à ce que les Congolais se disent « Ah, c'est que Tshisekedi n'est pas mon ennemi, mais c'est tout simplement un adversaire politique et qui peut accepter, s'il a échoué, il peut accepter sportivement qu'il a échoué. » Alors, que les Congolais aient d'abord cette appréciation positive de la part d'Étienne Tshisekedi. Les présidents également, ils doivent chercher tous ces opposants-là, leur donner la confiance, tous ceux qui sont candidats. Ceux qui sont candidats sont opposés à lui, parce qu'il met son fauteuil en jeu. Ça voudrait dire qu'il faut les amener à comprendre qu'ils ne sont pas candidats pour échouer. Donc, ils n'ont pas échoué en déposant leur candidature. Mais l'échec se fera dans le comptage vrai des voix, d'une manière transparente.
Après qu'il ait fait ce travail-là, amener les gens à être confiants avec la CENI, il doit maintenant travailler sur l'aspect de la région. Et ce travail-là doit commencer en RDC parce que nous sommes un plus grand pays. Et ce plus grand pays doit être l'exemple. Excusez-moi, tout en citant, pendant ces temps, sur les lignes de front, les FARDC continueront à observer les faits, ou soit les cas de Kanyamouchi, les cas de Boulé, comment la population va devoir continuer à se... En fait, la nation, j'ai dit ici, quand la nation fait la guerre, elle fait la guerre en bloc. Lorsque le Wazalem du combat, lorsque le peuple est en guerre, c'est le président qui va dire qu'il n'est pas en guerre. C'est l'armée qui va dire qu'il n'est pas en guerre. Nous, la nation fait la guerre ensemble. Je ne vois pas un habitant d'Israël qui va dire « Nous, on n'est pas en guerre ». Non, je ne le vois pas. Les Israélites sont en guerre, c'est tous. Les Wazalem sont au front. Ça veut dire c'est tous. Quelqu'un ne se cache pas. Nous sommes en guerre. Donc, dire que nous observons le cessez-le-feu et une autre partie du peuple est en guerre, c'est une chose et son contraire. Réfléchissons pour être rationnels. Voilà. Réfléchissons pour être rationnels. Merci beaucoup, Justin Mata. C'était un plaisir de vous recevoir ici au plateau de votre télévision. Je vous en prie. Merci à vous, Papa Alain Amboma. Merci, c'est un plaisir d'avoir été au plateau de votre télévision. Moi, c'est un plaisir de partager. Voilà, merci de continuer à aimer, à partager, de vous abonner, mais également si vous êtes nouveau à notre chaîne. Nous étions dans Entretien, c'était le discours de Félix Tshisekedi qui a fait le débat dans notre entretien. Merci et à la prochaine.